Le procès de Dominique Ongwen s'est poursuivi le 27 février 2017 à la Cour pénale internationale à La Haye. Dominique Ongwen, commandant allégué au sein de la brigade Signa de l'armée de résistance du Seigneur, ARS, est accusé de 70 chefs de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre qui auraient été commis lors d'attaques contre les camps de personnes déplacées à Lukudi, Padjoulé, Odek et Abok entre octobre 2003 et juin 2004. Un témoin protégé, le témoin P0003, a déposé du 27 février au 3 mars 2017. Il s'agit du 5e opérateur radio à avoir été appelé par le bureau du procureur pour témoigner dans le procès. Le témoin a déclaré avoir écouté quotidiennement les communications radio de l'ARS pendant de nombreuses années et en avoir rendu compte à l'armée ougandaise. Il a indiqué qu'il avait été formé pour être en mesure d'identifier les commandants de l'ARS au son de leur voix et de casser le code TONFAS, un code utilisé par l'ARS lors de ses communications radio. Et quand l'ARS écrit Waya, voilà ce qu'ils font. Ils disent allez au mile 19, c'est le chiffre 19. Et au chiffre 19, vous trouverez de nombreuses maisons. Dans toutes ces maisons, laissez la première de côté, passez à la deuxième. À la deuxième maison, vous trouvez le mot Woro. Donc la première maison, c'est Gwok. La deuxième, c'est Woro. Et quand l'ARS envoie un message, ils disent, allez, au kilomètre 19 ou 1019, prenez la deuxième maison. Et à la deuxième maison, prenez la première. Quand ils disent prenez la première, ça veut dire prenez la première lettre qui, en l'occurrence, est le W. Et donc, les gens qui reçoivent le message notent W. Et puis, ils continuent, ils sont sur la même ligne 19 avec le même kilométrage 19. Il y a de nombreuses maisons. La troisième maison. À la troisième maison, prenez la deuxième lettre. Donc, au numéro 9, 19, il y a de nombreuses maisons. Allez à la troisième maison, prenez la deuxième lettre, c'est A. Le témoin a dit que Dominique Ongwen communiquait rarement par radio. Il ne prenait la parole que s'il avait une annonce importante à partager. Dans un mémoire rédigé avant le début du procès, le bureau du procureur allègue qu'à partir de 2002, l'ARS s'était mise à utiliser une méthode sophistiquée pour communiquer via radio. D'après ce mémoire, Joseph Kony aurait demandé au commandant de l'ARS de transmettre leurs emplacements et de l'informer à propos de leurs opérations à l'aide de cette méthode. Il aurait lui-même été intercepté par radio en train de donner des ordres et des consignes à suivre au sein de l'ARS. Au cours du témoignage du témoin P0003, le bureau du procureur a fait diffuser plusieurs enregistrements radio dans la salle d'audience. Dans l'un des enregistrements, le témoin a reconnu la voix de Dominique Ongwen qui transmettait à Joseph Kony les détails d'une attaque menée sur Odek. Selon le témoin, M. Ongwen transmettait des informations selon lesquelles il avait tout brûlé, que le nombre de civils tués était incalculable et que des munitions avaient été récoltées. Le procureur allègue que Dominique Ongwen avait planifié et exécuté une attaque dans un camp de personnes déplacées à Odek. Lors de cette opération, il aurait ordonné à ses combattants de tuer tous les civils. D'après le mémoire du bureau du procureur, les soldats de l'ARS auraient pillé de la nourriture, enlevé des civils et tué 61 d'entre eux. Ils auraient battu et forcé les personnes enlevées à transporter les biens volés. Certains des hommes auraient été tués et des enfants auraient été enrôlés dans les rangs de l'ARS. Dans une autre série d'enregistrements, le témoin P0003 a identifié la voix de Joseph Kony qui complimentait le travail de Dominique Ongwen. Il disait à Oti d'arrêter ce genre de personnes. Et il a donné un exemple à Oti. Il lui dit, regarde comment travaille Dominique. Si tout le monde travaillait comme Dominique, ce serait parfait. Dominique vraiment fait un super travail.
Le témoin P0205 a déposé du 6 au 10 mars 2017 avec des mesures de protection, dont la distorsion de son image. De telles mesures de protection peuvent être requises pour les témoins. Nous nous sommes entretenus avec le porte-parole de la CPI, M. Fadi El Abdallah, sur l'octroi des mesures de protection. La Cour pénale internationale peut prendre un certain nombre de mesures de protection en faveur des témoins qui comparaissent devant elle, et également d'autres personnes auxquelles leurs dépositions peuvent faire courir un risque. Les mesures de protection ne nuisent pas à l'équité du procès. Elles servent à faire en sorte que les témoins se sentent en sécurité et à l'aise. Les témoins cités par l'accusation ainsi que ceux de la défense peuvent en bénéficier de la même manière. Même lorsque les témoins d'une partie bénéficient de mesures de protection, l'autre partie peut procéder à un contre-interrogatoire dans la salle d'audience. Le système de protection de la CPI repose sur l'application de bonnes pratiques, tendant à dissimuler l'interaction entre la CPI et un témoin aux yeux de sa communauté et du grand public. Ces pratiques sont suivies par toutes les personnes qui sont en contact avec des témoins. La Cour peut également prendre des mesures de protection de type procédural, en ayant notamment recours pendant l'audience à la distorsion de l'image d'un témoin, à l'altération de sa voix ou à l'utilisation d'un pseudonyme pour le désigner. En outre, elle peut ordonner d'autres mesures spéciales en faveur de témoins traumatisés, d'enfants, de personnes âgées ou de victimes de violences sexuelles. Ainsi, elle peut décider d'autoriser la présence dans le prétoire d'un psychologue ou d'un membre de la famille lors de la déposition d'un témoin, ou de l'utilisation d'un rideau pour éviter aux témoins tout contact visuel direct avec l'accusé. Plusieurs mesures de protection opérationnelles peuvent également être mises en œuvre là où résident les témoins. À titre d'exemple, on peut citer le dispositif de réaction rapide qui, lorsque déclenché, permet à la CPI 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de mettre en urgence des témoins en lieu sûr s'ils sont pris pour cible ou craignent de l'être. Une autre mesure de protection opérationnelle consiste à sensibiliser les témoins sur l'importance de la confidentialité et des couvertures mises au point ou à convenir avec eux d'un plan à suivre en cas d'urgence. La mesure de protection la plus extrême est le mécanisme qui consiste à réinstaller un témoin et ses parents proches hors de portée de la source des menaces, à titre temporaire ou permanent, à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays. Quoique efficace, la réinstallation demeure une mesure lourde pour les personnes concernées, et donc ne doit être prise qu'en dernier recours et en cas de nécessité absolue. Afin de le conseiller en cas d'auto-incrimination, le témoin P0205 a été accompagné d'une avocate, Madame Sarah Kerwigui. Lorsqu'un témoin est susceptible de s'auto-incriminer, c'est-à-dire que le témoin pourrait faire part de son implication dans les faits dont est saisie la Chambre, la CPI peut désigner un conseil indépendant chargé de l'aviser sur les risques relatifs à l'auto-incrimination. En tant qu'ancien officier dans la brigade Signa, sous le commandement de Dominique Ongwen, le témoin P0205 a parlé des différents ordres reçus avant d'attaquer Odek et Lokudi. L'ordre que je l'ai entendu communiquer à ces éléments complémentaires était le suivant. Premièrement, ces éléments complémentaires devaient se rendre quelque part pour participer à une opération et à l'endroit dont il était question, il n'y avait pas beaucoup de soldats. Il n'y avait que quelques soldats à Odek. Donc, les éléments complémentaires devaient y aller pour détruire Odek complètement, raser totalement Odek. Il fallait que rien ne reste debout à Odek. C'est ce que je l'ai entendu leur dire. Par ailleurs, Ongwen aurait fait mention de quelques précisions par rapport aux ordres qui auraient été donnés. Il a dit à ce moment-là que durant l'attaque dont il était question, s'il trouvait de bonnes filles, il fallait les enlever, ainsi que de bons garçons.
mais que ceux qui avaient plus de 18 ans et qui n'avaient pas leur place dans l'armée ne devaient pas lui être amenés, mais devaient être tués. Le témoin a par la suite parlé du profil des filles que l'ARS cherchait à enlever. Âgées de 12 ans et plus, elles ne devaient pas être atteintes de maladies sexuellement transmissibles. Ces filles étaient désignées pour devenir les épouses des hommes du bataillon. Interrogé au sujet de la discipline et des punitions dans l'ARS, le témoin P0205 a expliqué que c'était l'Esprit Saint qui en avait le contrôle au travers de Joseph Kony. Dans une interview diffusée dans la salle d'audience, Jackson Achama, ancien commandant de l'ARS, expliquait comment la peur était instillée chez les nouvelles recrues. Le témoin a affirmé que cette brutalité était spécialement réservée aux soldats qui tentaient de s'échapper de l'ARS et que même les plus hauts dirigeants n'en étaient pas à l'abri. Je peux vous confirmer ce dont j'ai été témoin. Tout d'abord, j'ai vu comment 2 commandants se sont fait tuer, Othello et Okilagogne. Deuxièmement, au Congo, j'ai été témoin du meurtre d'un commandant, Vincent Oti, Ben Achela et Otin, ainsi que d'autres officiers qui auraient eu l'intention de s'évader. La personne qui m'a donné le rapport à ce sujet m'a dit que c'est l'esprit qui avait fait passer le message selon lequel ces personnes avaient l'intention de s'évader. Le témoin protégé P0330, un ancien enfant soldat et escorte de Dominique Ongwen, a témoigné du 10 au 16 mars 2017. En tant que témoin à double statut, le témoin P0330 était accompagné, en cas d'auto-incrimination, de Madame Paulina Massida, conseil principal au bureau du Conseil public pour les victimes. Au cours de son témoignage, le témoin P0330 a déclaré qu'il avait été enlevé et forcé à joindre l'ARS. Il a mentionné que c'était le cas de plusieurs autres personnes, car l'ARS cherchait à s'agrandir. Le groupe qui m'a enlevé m'a pris avec lui. À l'époque, je ne vivais pas dans une maison. J'avais été enlevé par des soldats qui appartenaient à Okello, qui était un subordonné d'Odomi. Donc ils m'ont enlevé, ils m'ont pris dans une tranchée, ils ont pris mon t-shirt et ils m'ont dit que j'allais être enrôlé dans une armée. Donc on m'a demandé de me mettre à genoux, de toucher mes ongles, et j'ai été ensuite battu avec un cadenas, et c'était une initiation, le recrutement dans l'armée. Le témoin P0330 a expliqué pourquoi l'ARS enlevait principalement des jeunes enfants plutôt que des personnes âgées. Ils enlevaient de jeunes enfants parce qu'ils disaient que les enfants ne s'enfuiraient pas, parce qu'ils n'arriveraient pas à retrouver le chemin vers chez eux. Ensuite, les jeunes pouvaient se livrer à toutes sortes d'atrocités. En tant qu'escorte de Dominique Ongwen, le témoin a déclaré qu'il devait suivre son commandant à tout moment pour pouvoir lui porter son arme, lui transporter sa chaise et lui préparer sa tente la nuit. De son expérience passée dans l'ARS, il a dit en avoir gardé des cicatrices et des séquelles psychologiques. Les blessures qu'il a subies n'ont jamais été complètement guéries et il continue encore aujourd'hui à avoir des cauchemars. Parmi les pires choses auxquelles il dit avoir été témoin, il a décrit l'attaque conjointe des groupes de Dominique Ongwen et d'Okot Ondiambo à l'encontre d'un village du nord de l'Ouganda. Les gens étaient rassemblés dans la maison de Toulouse et se sont lancés à la recherche de cet enfant. Mais ils se sont rendus compte que la personne avait emmené l'enfant jusqu'aux troupes gouvernementales, donc des gens ont été choisis dans diverses maisonnées. Ces personnes se sont regroupées. Il y avait
des enfants, des femmes et des personnes âgées dans ce groupe. Et toutes ces personnes, ils ont dit, nous voulons vous dire quelque chose. Si un rebelle s'enfuit avec un fusil et qu'on retrouve ce rebelle, eh bien, nous allons vous montrer ce qui se passe dans ce cas. Et ils ont commencé à découper les civils en morceaux. Et ils se sont mis à faire cuire les parties de corps découpées dans une casserole. Et les gens ont mangé cette viande. Le témoin P0330 a également parlé des attaques sur Abok, Padjoulé et Odek et a dit avoir vu Dominique Ongwen participer à ces opérations. Concernant Odek, le témoin a dit se souvenir du meurtre des civils. Selon lui, l'ARS craignait qu'ils puissent informer les soldats du gouvernement ougandais de leur emplacement. Lorsque le témoin a été confronté au fait que Dominique Ongwen ne le reconnaisse pas, il s'est défendu. Je le connais, moi, et je sais que j'ai souffert au sein de son groupe et que j'ai échappé à la mort. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc, s'il dit qu'il ne me reconnaît pas, est-ce que j'aurais inventé que son enfant a été tué? Il y a beaucoup de choses que j'ai fait avec lui. Le vendredi 17 mars, un deuxième témoin à double statut, le témoin P0379, a comparu en bénéficiant des mesures de protection, dont l'usage d'un pseudonyme et la distorsion de son image. De plus, il a été accompagné par maître Sarah Karwigi en cas d'auto-incrimination. Le témoin P0379 a fait part de son enlèvement et de son temps passé dans le bataillon d'Oka sous le commandement de Dominique Ongwen. Non, c'était impossible. Il était impossible de s'échapper. Nous étions tous ligotés. Toutes les personnes qui marchaient étaient attachées, du moins la plupart d'entre elles. Nous étions extrêmement effrayés, nous avions peur et l'idée de s'échapper ne nous aurait pas traversé l'esprit. Le témoin a ensuite parlé de la peur et du danger provoqué à l'idée même de fuir et a donné un exemple précis. Un peu plus tard, le garçon a été amené et ils ont dit qu'ils allaient le tuer. Et quand des gens s'approchaient parce qu'il y avait beaucoup de monde, Otienne les empêchait d'avancer. Il a dit que ce garçon était un soldat et que si on le tue, il risquait, si on ne le tue pas, correction de l'interprète, il risquait de s'évader. Par conséquent, la plupart des soldats se sont mis à frapper ce garçon à l'aide d'une baïonnette. Par la suite, ils nous ont dit qu'il fallait tout ce que nous allions voir, être témoins de ce qui s'était passé, pour perdre l'idée que personne ne risquait de nous tuer. Nous sommes allés voir et nous avons vu tout cela de nos yeux. Quand on est arrivé sur place, il fallait donner un coup au garçon avec un bâton et il fallait toucher le corps. Donc nous sommes allés voir le corps sans vie, nous l'avons touché et nous sommes retournés ensuite à notre position. Après avoir été enlevé par l'ARS, le témoin a dû marcher jusqu'au Soudan, où il a suivi un entraînement pendant plusieurs mois. Il a notamment décrit l'entraînement d'armes à feu que les nouvelles recrues recevaient. Nous avons été regroupés en cercle et ils nous ont apporté un fusil qu'ils se sont mis à démanteler en nous montrant les différentes parties de ce fusil et en nous disant comment ces différentes parties s'appelaient. Et il fallait que nous répétions. On nous a dit que le nombre de fois où nous nous tromperions correspondrait au nombre de coups de canne que nous recevrions. Après son entraînement, le témoin a dit avoir été appelé à faire partie de l'escorte de Dominique Ongwen. Il a alors décrit le caractère de son commandant.
À mon avis, Dominique Ongwen était quelqu'un qui commettait des atrocités. Il a ruiné les propriétés des civils. Il a également utilisé des civils. Il a utilisé les civils de manière très mauvaise. C'est mon opinion de Dominique. Après avoir passé 8 mois dans le bataillon d'Oka, le témoin P0379 s'est finalement enfui et s'est rendu dans le camp d'une ONG, avant de rejoindre un camp de personnes déplacées à Padjoulé. La vie était très difficile dans le camp. Vous ne pouvez même pas l'imaginer, je crois. Tous ces gens rassemblés. Et vous savez, lorsqu'on rassemble trop de personnes dans un endroit trop petit, il y a des maladies. Lorsqu'il y a surpeuplement, il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes d'assainissement. Et puis, il y a le problème de l'approvisionnement, de la nourriture. Il n'y avait pas assez de vivres distribués pour nourrir tout le monde. Il fallait que les gens se débrouillent d'une manière ou d'une autre pour trouver une solution pour se nourrir. Donc, il fallait, par exemple, sortir du camp pour cultiver un lopin, pour compléter les rations offertes par les organisations humanitaires. Mais c'était extrêmement difficile, parce que la plupart du temps qu'on sortait du camp, on risquait de rencontrer des rebelles et d'être soit enlevé, soit carrément tué. Et lorsqu'on rencontrait des soldats de gouvernement, c'était exactement la même punition. Le lendemain du jour de l'indépendance, soit le 10 octobre 2003, le témoin a de nouveau été confronté à l'ARS lors d'une attaque à l'encontre du camp de personnes déplacées à Padjoulé. Eh bien, voici ce que j'ai vu. Ce jour-là, voyez-vous, cette journée était très étrange. On entendait les gens crier, pleurer. Ça et là, des gens ont été enlevés, certaines personnes ont été abattues. Et pas loin de notre maison, il y avait une jeune fille qui s'appelait Achiro Agnès, qui devait avoir 14 ans à l'époque, selon moi. Elle a été abattue près de chez elle, à Shodam Garden, et les autres ont été enlevés. Moi-même, mon frère, nous avons été capturés, et mon oncle aussi. La fille de mon oncle a été capturée, et plusieurs autres personnes ont été enlevées. Monsieur Ongwen est représenté par une équipe dirigée par le Conseil de la Défense, Maître Crispus Ayena Odongo. La Défense mène ses propres enquêtes et a le droit d'interroger les témoins de l'accusation. Ceux-ci sont d'abord interrogés par l'accusation et sont, par la suite, soumis au contre-interrogatoire de la défense. Un autre témoin protégé, le témoin P0309, a déposé du 28 au 31 mars 2017. Il a fait part de son expérience dans diverses attaques en tant qu'ancien enfant soldat dans l'ARS. Parmi les opérations auxquelles il a dit avoir participé, le témoin a décrit une attaque sur Padjoulé. À l'aide d'un dessin qu'il avait produit antérieurement, il a expliqué s'être rendu vers la caserne militaire pendant qu'un autre groupe avait été chargé d'attaquer le centre de la ville. Incapable de vaincre les troupes du gouvernement à la caserne, il s'était alors déplacé vers le centre de la ville où le pillage avait déjà commencé. Le témoin a dit avoir, selon les instructions données par Dominique Ongwen, enlevé 2 civils afin qu'ils puissent transporter les marchandises pillées. Ils n'ont pas refusé, ils n'y pouvaient rien. Lorsque je les ai appelés, ils sont partis, ils tremblaient de peur. Et ils ont porté les bagages que je leur avais demandé de porter. Le témoin P0309 a également parlé d'attaques durant lesquelles les combattants de l'ARS se déguisaient en soldats de l'armée ougandaise pour entrer dans les villages. Nous nous sommes habillés comme cela parce que nous voulions faire croire aux soldats que nous étions comme eux. Nous voulions aller à la caserne et nous en emparer
récupérer certaines des munitions qui se trouvaient là. Plus tard, après avoir fui l'ARS, le témoin a rejoint un programme de l'ONG Vision Mondiale chargé de la réhabilitation d'anciens enfants soldats. Malgré ses efforts, le témoin a confié ne pas pouvoir oublier les années qu'il a passées dans l'ARS. Mon enlèvement et mon séjour dans la brousse a changé ma vie parce que je n'ai pas pu accomplir mon ambition, je n'ai pas pu terminer mes études, j'ai perdu beaucoup d'amis, je ne connais plus les amis avec qui j'ai grandi. Lorsque je suis revenue de la brousse, lorsque je me trouve avec des gens, j'ai du mal à avoir une conversation avec des gens. Si les gens parlent de quelque chose qui ont trait à moi, ça me met en colère, ça me rend triste et ce genre de choses ne m'arrivait pas auparavant. Entre le 3 et le 5 avril, un autre témoin protégé, le témoin P0264, a raconté avoir été enlevé par l'ARS lorsqu'il était âgé de 11 ans et y être resté 15 ans en tant que combattant dans la brigade Signa. Le témoin P0264 a tenté de s'échapper peu de temps après son enlèvement, mais ce fut sans succès. Selon son témoignage, il a été sévèrement puni pour cette tentative de fuite. Donc j'étais ligoté, comme je vous l'ai dit, et j'avais un bandeau sur les yeux. Ils m'ont dit qu'ils allaient commencer à me frapper avec les racines de manioc au niveau de la nuque. Et une personne tenait mes pieds. Et quelqu'un s'est même mis debout sur ma poitrine. Ils m'ont demandé pourquoi est-ce que tu essaies de t'enfuir et pourquoi est-ce que tu veux rentrer chez toi. Je leur ai dit que j'avais fait un rêve et que je voulais rentrer à l'école. Par la suite, le témoin a raconté qu'après avoir été épargné par l'ARS, il est devenu escorte. Dans ce rôle, il a dû participer à plusieurs attaques, dont une à Odek, pour laquelle il a reçu des ordres précis. Et cette prudence, cela signifie qu'en tant que soldat, c'est à vous de tirer le premier. Donc on a commencé à tirer sur les maisons. Donc toute maison que l'on rencontrait sur son chemin, on tirait dessus. Donc moi, personnellement, j'ai également tiré sur ces maisons. Et dans le cas, lorsque vous tirez sur ces maisons, eh bien, on entendait des gens qui criaient dans ces maisons. Des gens ont continué à progresser, on allait de l'avant, nous avons continué à nous battre, nous sommes battus contre les forces gouvernementales et on a commencé à prendre des choses. Voilà ce que je peux expliquer. Le témoin P0264 s'est souvenu d'avoir vu Dominique Ongwen lors d'une rencontre au cours de laquelle les commandants de l'ARS planifiaient l'opération sur Odek. Questionné au sujet du caractère et de la réputation d'Ongwen dans l'ARS, le témoin a déclaré Dominique Ongwen, je pense aux autres commandants de l'ARS que j'ai rencontrés, ce n'était pas un méchant homme, Dominique Ongwen, c'était un homme bon. Les Ting Ting, selon le témoin, était un nom donné aux filles encore trop jeunes pour être mariées. Coucher avec ces filles était strictement interdit, mais, d'après son témoignage, cela était commun. Le témoin P0264 a expliqué que certains soldats se donnaient beaucoup de mal pour cacher à leurs supérieurs qu'ils couchaient avec ces filles. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Dominique Ongwen s'est poursuivi le lundi 1er mai 2017 avec la comparution d'un nouveau témoin de l'accusation.